Et bonjour à tous. Je vous remercie de vous être non pas déplacés, mais branchés pour ce chapitre de conférence sur les acteurs de justice. Alors, je tiens tout d'abord à remercier mon collègue et collaborateur de longue date, mon complice et ami, le directeur du centre, qui nous réunit et qui nous accueille aujourd'hui, Vincent Gautret. Je voudrais saluer son leadership et sa générosité dans ce rôle. Je pense qu'il nous a permis d'avancer dans le regroupement de chercheurs et de continuer d'avancer à travers les moments difficiles de cette pandémie. Alors, je tiens aussi à remercier Laurence Largenté que Vincent a mentionné. Elle s'est chargée de la mise sur pied de la logistique de ce cycle de conférences avant de quitter le centre pour explorer de nouveaux horizons. Alors, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour elle et pour la qualité de son travail que je voudrais souligner. Alors, je lui souhaite donc beaucoup de succès, beaucoup de bonheur dans son nouveau travail. Elle nous manquera à tous, je pense, les chercheurs du centre. Alors, on m'a convoqué aujourd'hui pour vous parler des arbitres et je dois vous avouer que je trouve la chose un peu gênante. Il n'est pas très poli, après tout, de parler de soi-même, du moins aussi longuement que ce qu'on me propose de faire ici. Alors, laissez-moi donc vous parler des autres arbitres en excluant, pour le temps de la conférence, la personne qui parle. Alors, d'aucuns qualifieront d'inattendu l'intrusion des arbitres dans un cycle de conférences sur les acteurs de la justice, tant cette dernière est associée dans la conscience collective à l'État et à ses juges. Ne dit-on pas que la justice est une fonction régalienne dont l'État doit assurer l'organisation ou que le souverain est source de toute justice. Alors, je pense qu'on peut saluer l'imagination de Vincent pour avoir inclus les arbitres dans ce cycle de conférences. Alors, je vous propose ici de replacer dans une perspective beaucoup plus large la justice. C'est une espèce de prologue à la justice sociale, si on veut, en la distinguant de ses incarnations contemporaines les plus visibles, celles qui, je pense, toujours aujourd'hui, en déterminent la représentation et l'imaginaire dans la conscience collective. En cette perspective offre au regard un vaste domaine boisé dont les branches sont enchevêtrées et dont les voies d'accès sont encombrées par de longues années de sédimentation. Donc, pour y voir plus clair, sans avoir à trop défricher, il sera nécessaire, je pense, de s'aménager une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à notre objet. Je vous propose d'aménager cette distance en 6 temps. Alors, je vous demanderai dans un premier temps de faire preuve d'indulgence et de bien vouloir me suivre par la pensée en imaginant une île perdue sur laquelle se retrouvent, bien malgré eux, mais tout de même heureux d'être vivants, un groupe de naufragés. Alors, c'est un jeu bien connu du 19e siècle que d'imaginer ces îles désertes peuplées de naufragés. Et ça vise, bien entendu, à visualiser une forme de tabula rasa sociale. Alors, pour mettre la table bien à nu, imaginons que les membres du groupe sont frappés d'un type d'amnésie qui les prive de tout souvenir des rapports sociaux qu'ils entretenaient avant le naufrage et des lois et coutumes qu'ils avaient pu observer dans leur pays d'origine ou à bord du navire. Alors, très vite, on peut l'imaginer assez facilement, des désaccords surviennent. Un membre du groupe est désigné pour les régler.
Il prend cette responsabilité très au sérieux. Il est doué d'une belle intelligence et dès le départ, il se rend compte qu'il ne peut agir selon ses propres préférences, mais qu'il doit penser et peser ses décisions en fonction du bien commun. Donc, il se rend vite compte aussi que les autres membres du groupe s'attendent à ce qu'il soit cohérent dans ses décisions, et ces décisions seront donc inévitablement considérées comme des précédents, appelés à former un ensemble de règles qui, à leur tour, guideront le comportement des membres du groupe. Il se sent vite contraint de s'assurer que chaque décision est la bonne décision, la meilleure pour le groupe, à la lumière des objectifs du groupe et des principes du vivre ensemble. Alors, cette île, je l'ai empruntée à l'imagination du philosophe et juriste américain Lon Fuller. J'en parle à peu près dans toutes les conférences de Lon Fuller, de l'une ou l'autre de ses idées, dans toutes les conférences que je prononce. Lon Fuller évoquait cette île de manière plus détaillée pour illustrer les deux faces de l'univers juridique que sont le droit découvert par la raison d'une part et le droit que l'on pose d'autorité d'autre part. Alors, pour nos fins, le décideur de l'île, que Fuller décrit comme un juge ou un arbitre, aura simplement eu la tâche de nous rappeler la possibilité de la décision de justice et son potentiel hors les ornières et au-delà des œillères formées par le modèle de la justice étatique qui domine la conscience juridique depuis quelques centaines d'années déjà. En peut-on contester que le décideur de l'île puisse bel et bien rendre des décisions de justice sans être investi par un État? Son exemple ne suggère-t-il pas que la décision de justice peut se concevoir hors le cadre juridique de l'État et qu'un ordre juridique pourrait, du moins en théorie, se construire à partir de la décision de justice, à partir d'une première décision de justice et de rien d'autre. Alors, gardant tout cela bien à l'esprit, je vous demanderai ensuite, dans un deuxième temps, d'envisager notre sujet sous l'angle de l'indépendance et de l'impartialité qu'on exige du tiers décideur, juge ou arbitre. Alors, l'indépendance et l'impartialité du décideur de justice est surtout connue aujourd'hui sous la forme d'un principe souvent constitutionnalisé d'indépendance de la magistrature. Les efforts consentis par des générations de juristes au développement et au raffinement de ce principe ont formé une espèce de corpus de doctrine, de jurisprudence et de textes législatifs ou de textes de droit souple auxquels on puisse référer les arbitragistes à la recherche de critères partagés et adaptés à la réalité de leur environnement largement détaché des États. Alors, ces arbitragistes sont toutefois heurtés à un corpus qui tente à confondre, dans une mesure importante, l'indépendance du décideur de justice avec les protections visant à assurer la capacité institutionnelle du pouvoir judiciaire de faire contrepoids aux autres branches politiques de l'État. Ainsi, un regard historique sur le droit romain, et même au-delà du droit romain, nous rappelle que l'indépendance du tiers décideur est pendant longtemps centrée d'abord et avant tout sur le procès et sur les parties au litige. Le Code justinien indique que nul ne peut être son propre juge ou juger sa propre cause. Il doit donc y avoir deux parties prenantes et un tiers désintéressé, le juge ou l'arbitre. Le tiers ne peut être partie, c'est évident, mais il perd aussi sa qualité de tiers s'il est associé par des liens étroits à l'une des parties ou
s'il y est assimilé en raison de son intérêt dans le résultat du litige qui lui est confié. Alors, cette idée de la décision de justice comme produit d'une configuration tripartite ou triangulaire est centrée sur la procédure judiciaire ou arbitrale, envisagée indépendamment de son contexte politique ou institutionnel et conçue dans l'intérêt des parties au litige. C'est ce que suggère certainement la formulation du Codex de Théodose, qui est plus ancien que celui de Justinien, et qui met en parallèle cette exigence d'indépendance du décideur et l'interdiction faite aux parties de témoigner dans leur propre cause. Alors, tout cela est centré sur le procès et la protection des parties au procès. Et c'est donc sous cette forme que l'indépendance du décideur peut être présentée comme un principe de justice à la fois ancien et réellement universel, applicable aux juges comme aux arbitres. Alors tout ça pour dire que ce n'est que bien plus tard que le développement des institutions étatiques actuelles et surtout d'un pouvoir judiciaire envisagé comme branche de l'État avec Montesquieu et faisant contrepoids aux branches politiques, a fait en sorte qu'une attention plus soutenue soit portée à l'intérêt de la chose publique, au-delà des litigants, dans le développement d'un principe d'indépendance de la magistrature qu'il est devenu aujourd'hui difficile à démêler, du moins à certains égards, du principe de la séparation des pouvoirs dans l'État contemporain. En tout cela pour vous inviter à détacher, si on veut, les aspects institutionnels reliés au rôle politique du juge dans l'État, de l'indépendance qu'on exige d'un juge ou d'un arbitre dans un procès. Permettez-moi de vous inviter dans un troisième temps à approcher notre sujet sous l'angle des lieux innombrables où l'on a pu trouver la figure de l'arbitre avant l'avènement de l'État moderne. En vu les contraintes de temps qui me sont imposées ici, je m'en remettrai largement au survol historique qui est proposé par Thomas Clay dans sa magistrale étude intitulée « L'arbitre ». En fort d'un survol des lieux historiques de civilisation où l'on pratiquait régulièrement l'arbitrage, il montre la présence de l'arbitre là où émergent les premiers signes d'écriture, non seulement où l'on retrouve la figure du juge, mais là aussi où cette dernière est absente. Alors, des Assyriens de la première souche, vers la fin du 3e millénaire avant notre ère, à l'Arabie pré-islamique, on trouve l'arbitre. On trouve l'arbitre en passant par l'Inde antique, par le droit hellénique et l'Empire romain. Le droit romain nous fournit une version reconnaissable encore aujourd'hui de la pratique de l'arbitrage dans un encadrement juridique extrêmement détaillé. Un historien du droit, Humbert, écrivait, et là je le cite, que la structure romaine est sans doute complexe, mais elle parvient au même résultat à quelques différences près que l'arbitrage moderne. C'est que la forme de l'arbitrage ne nous a jamais quittés depuis l'Empire romain. On la retrouve dans l'Empire byzantin, de même que chez les Wisigoths, dont les lois prévoyaient non seulement la possibilité des parties de choisir un arbitre, mais qui assuraient également l'exécution de la sentence au même titre qu'un jugement. On retrouve encore l'arbitre dans les foires du Moyen Âge, notamment en Europe. On retrouve encore l'arbitre dans les grandes ordonnances royales, toutes jusqu'à la Révolution, où les arbitres prennent l'espace d'un moment la place des juges
alors discrédité par le mouvement révolutionnaire. Les arbitres règlent par ailleurs les différends du droit des gens, préfigurant les tribunaux internationaux interétatiques, dont l'expérience est ensuite reprise par la Chambre de commerce internationale au début du 20e siècle pour les affaires internationales entre parties privées, avant d'être reprise encore, cette fois la pratique commerciale, pour l'arbitrage mixte des investissements. Alors, on pourra, avec quelques raisons, croire que l'arbitre s'est abreuvé à la fontaine de jouvence, car il apparaît sans âge. Je vous invite à considérer dans un quatrième temps que l'arbitre semble affranchi de tout élément d'institutionnalisation, de cristallisation ou de fossilisation des pratiques qui l'empêcheraient de poursuivre sa course protéiforme tel un caméléon. L'arbitrage se pratique entre les États, il se pratique entre États et entités étatiques, il se pratique entre entités étatiques, il se pratique entre personnes privées, physiques ou morales, entre États et parties privées. L'arbitrage est aussi mis en œuvre entre les entités constitutives d'une fédération et des organisations internationales gouvernementales ou bien non gouvernementales et peut même être adapté à des situations impliquant des associations ou des groupements qui ne correspondraient pas exactement à la nomenclature utilisée jusqu'ici. Un exemple assez frappant est celui de l'arbitrage dit habillé, un arbitrage conduit sous l'égide de la Cour permanente d'arbitrage à La Haye entre le gouvernement du Soudan et le mouvement armé de libération du peuple soudanais. Donc, on peut imaginer le caractère nouveau d'un tel type d'arbitrage qui sort de tout exemple qu'on peut imaginer précédemment. L'arbitrage peut se retrouver dans toutes les sphères d'activité et dans tous les domaines juridiques. L'arbitre semble bien en selle, donc sur un cheval infatigable, ne craignant aucun terrain et répondant à l'appel de la justice dans les espaces négligés par le droit institutionnalisé des États. On pourrait dire que l'arbitre est l'exemple du naturel qui, chassé, ne tarde jamais à revenir au galop. Alors, de manière primordiale, je crois, l'arbitre met en application des normes provenant de toutes les sources, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que toute combinaison de règles, de pratiques, d'usages, de coutumes qu'il soit possible d'imaginer. Du droit émergent, du droit posé, du droit souple, du droit rigide. Alors, cet élément nous permet de considérer dans un cinquième temps le rapport de l'arbitre au droit. Alors, le sujet est si vaste qu'il ne sera plus le même avant que nous ayons pu ne serait-ce que songer à lui rendre justice. Quelques brèves remarques devront donc suffire ici. Alors, les arbitres ont, à toutes les époques, été associés d'un peu plus près que les juges à diverses formes d'équité, différentes conceptions de l'équité, ou à l'application plus souple, à tout le moins, des règles de droit. Aristote en parle dans ses écrits à plusieurs reprises
Il affirme, par exemple, et je le cite, que l'arbitre voit l'équité, le juge ne voit que la loi. Certains historiens ont contesté sa présentation du droit, de la pratique des juges et des arbitres à son époque. Et les degrés qui séparent le juge de l'arbitre à cet égard ont considérablement varié au fil du temps et au fil des nombreux contextes où on retrouve l'arbitrage. Mais on peut dire que la distinction est dans la moyenne sur la durée de l'histoire avérée. Je dirais que la distinction est aujourd'hui incarnée sous trois formes principales. Et je pense que c'est assez important. D'abord, il y a l'amiable composition qui se retrouve aujourd'hui comme une option systématiquement proposée aux parties par les instruments internationaux qui gouvernent l'arbitrage. La loi type de la CNUD. Je regarde la conférence. Oui, je pensais à 3 heures, mais c'est... Pardon, Vincent, excusez-moi, il y a une personne dont le micro est ouvert. Merci. Oui, donc l'amiable composition se retrouve proposée aux parties par tous les instruments qui régissent l'arbitrage. On peut donner comme exemple la loi type de la CNUTI sur l'arbitrage. On peut donner comme exemple tous les règlements d'arbitrage, y compris celui de la CNUTI et ceux des grandes institutions d'arbitrage. L'amiable composition est toujours proposée aux parties. Cela dit, les parties n'y ont recours car elles doivent en être d'accord. Et les parties n'y ont recours à notre époque que très rarement. Probablement dans moins de 2% des affaires, selon les chiffres qui sont disponibles. Et donc, les parties se retrouvent en arbitrage et se voient normalement appliquer, dans la plupart des affaires, un droit national lorsqu'il s'agit d'arbitrage commercial ou un droit étatique, ou du droit international ou une combinaison de droit international public et de droit étatique dans l'arbitrage d'investissement. Alors ensuite, les parties sont devant les arbitres libres de choisir les règles de droit applicables au fond de leur litige sans recours ou référence nécessaire au droit étatique, permettant ainsi la désignation par les parties et donc l'application par les arbitres d'un droit anational ou transnational ou international, voire d'un droit hybride qui serait concocté par un amalgame de sources variées. Pour donner l'exemple le plus célèbre, on a l'affaire du tunnel sous la Manche, où la clause d'arbitrage prévoyait l'application des principes communs entre le droit anglais et le droit français. Aussi, dans les cas où les parties n'ont pas désigné de règles applicables au fond de leur litige, les arbitres sont généralement affranchis de tout recours aux règles et systèmes de conflit de loi qui lient les juges dans la détermination du droit applicable, qui les place dans un carcan national pour trancher des questions transnationales. Non seulement le juge étatique est-il contraint d'appliquer les règles de conflit de son propre système, ce système le contraint aussi d'appliquer un droit national vers lequel les règles de conflit nationales pointent immanquablement. Finalement, l'étude des sentences arbitrales internationales suggère
que les arbitres tendent à adopter une conception plus large des usages du commerce, lui permettant dans certaines circonstances d'écarter les résultats inattendus d'un droit étatique désigné par les parties. Alors, à la lumière de ces éléments qui distinguent le juge de l'arbitre, une représentation possible de ce dernier le place au centre d'une constellation de droits, de règles et de systèmes pouvant avoir vocation à s'appliquer. L'arbitre en est le juge ou le conciliateur. Je voudrais vous inviter dans un sixième et dernier temps à considérer très brièvement la thèse soutenue par Alexandre Kojève et Herman Kantorowicz et plus récemment par François Host. Alors, ces derniers proposent une représentation des pratiques juridiques à travers le temps et l'espace qui font de l'intervention d'un tiers impartial et désintéressé le critère même de la juridicité, le noyau du droit. Il s'agit en quelque sorte de présenter comme le cœur du droit la décision de justice, plutôt que, en amont, la loi posée par le législateur ou, en aval, l'exécution forcée de la décision de justice par le prince. Le législateur et le prince sont bien sûr des tiers qui participent à l'œuvre du droit à ce titre. Mais cette qualité de tiers n'est pas la condition première de leur intervention. Le juge et l'arbitre, quant à eux, sont l'idéal type du tiers, le tiers par excellence. Alors, cette perspective permet de s'éloigner d'une perception légicentriste ou managériale du droit, la première, légicentriste, étant toujours dominante aujourd'hui, je dirais surtout en Europe continentale. Cette perspective centrée sur la décision de justice nous permet de voir le potentiel d'une conception du droit axée sur la décision de justice, autour de laquelle seraient en orbite les pratiques et usages, les attentes légitimes, les normes posées ou émergentes, voire les systèmes juridiques et leurs prétentions. Il s'agit d'une perspective qui réhabilite en quelque sorte la raison face à l'autorité, tout en reconnaissant bien sûr pour des raisons de légitimité et de sécurité juridique qui sont intelligibles à la raison, que la raison tente à rendre à César ce qui lui revient. C'est une perspective qui allie en quelque sorte des éléments du droit naturel et du positivisme. Cette perspective a eu l'air d'être longtemps obstruée par la domination du droit étatique et la domination de ses juges, et tout particulièrement à travers l'appropriation par l'État, c'est-à-dire par la nationalisation du droit international privé, des règles qui permettent de gérer les conflits de loi ou, comme mon défunt collègue Patrick Glenn le dirait, d'opérer la conciliation des droits, la réconciliation de l'information juridique pertinente. Alors, que retenir de notre périple en 6 temps? Le décideur de Lille, je pense toujours à Félix Leclerc quand je parle de lui. Le décideur de Lille est-il un fou? Alors, c'est le premier qu'on a rencontré dans notre périple, le décideur de Lille. Alors, je pense qu'il nous a permis d'entrevoir le potentiel considérable de la décision de justice hors l'investiture de l'État. Les temps qui se sont ensuite succédés nous ont permis de retrouver
par la figure sans âge, ubiquitaire et récurrente de l'arbitre, l'essence de la décision de justice, dénudée de ses atouts régaliens, purifiée des traces de son incontournable rôle politique et affranchie de ses contraintes nationalistes, finalement ramenée à son intemporelle expression. Donc, si je prends le titre de ce chapitre du cycle comme une question, je dirais oui, l'arbitre est un acteur de justice au même titre que le juge. Je dirais de manière un peu plus subtile que chacun contemple l'autre comme dans un miroir, pensant à son propre passé comme à son avenir. Alors, ceci nous laissera suffisamment de temps pour une discussion que j'espère fructueuse.